Bon les gars, c'est parti pour un update lecture du mois de janvier. Encore une fois, j'ai lu 5 livres, dont un gros pavé. Je suis très contente du bilan du mois de janvier et j'ai eu de très bonnes lectures. Donc pas de déception. Et on va commencer tout de suite par Babel. Babel, le livre de R.F. Kuang, donc publié chez De Saxus. Moi je l'ai pris en version brochée. Je me suis dit qu'en relié, il allait peser une tonne. Alors, je sais que c'est un livre qui a fait un petit peu de débat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ceux qui l'ont aimé et ceux qui n'ont pas du tout accroché. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, attention, hein, c'est un livre qui est quand même très approfondi. C'est pas une écriture ultra fluide. Il y a énormément de notions, notamment de linguistique. Il y a beaucoup de thèmes assez délicats qui sont abordés via la linguistique et qui sont assez bien traités dans le livre, moi j'ai trouvé. Alors certes, c'est un livre où on va aussi avoir un discours sur la violence que tout le monde ne va pas forcément cautionner ou apprécier, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant, bien écrit. Donc on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Robin Swift, qui est un jeune chinois. Il n'a jamais connu son père. Il est élevé par sa mère en Chine. Donc voilà, c'est un petit cantonais. Pour autant, allez savoir pourquoi, il a toujours eu une nanny anglaise. Et une fois par an, il recevait un envoi de livres en anglais. Donc chaque année, il avait quelques livres qui arrivaient comme ça. Donc il savait pas forcément de qui. Et puis il dévorait tous ces bouquins. Il les lisait, il les relisait. Donc c'est un petit chinois qui était bilingue et l'aventure commence malheureusement un peu difficilement puisque il y a une épidémie de choléra dans la ville de Canton et malheureusement sa maman va mourir. Donc ça je vous spoile pas parce que c'est littéralement dans les 2 premières pages. Et suite à ça, tout va s'accélérer pour lui, sa vie va changer puisqu'il va être emmené en Angleterre, recueilli par un professeur d'Oxford. Il va rester en fait dans le flou pendant des années. Il va être recueilli donc par ce professeur, il va être éduqué par ce professeur, il va avoir des précepteurs, il va avoir des professeurs de langue. Tout ça dans le but d'intégrer la prestigieuse école de Babel à Oxford. Donc Babel, c'est du coup cette belle tour qui domine la ville d'Oxford, qui est le siège des pouvoirs liés à l'argentogravure. L'argentogravure qui est une magie, un mélange de magie et de science qui va permettre la fusion en fait entre l'argent et le pouvoir des mots, donc l'association de mots, qui donne à des barres en argent un pouvoir, donc en fonction des mots utilisés. Ce pouvoir est détenu par les maîtres argentograveurs, qui sont majoritairement à Babel, et le but de Robin va être d'intégrer cette université prestigieuse, et on va le suivre en fait sur sa vie d'étudiant, donc passionné par ses études, passionné par les langues, mais petit à petit va se passer des choses et des péripéties qui vont lui faire prendre conscience que ce monde reluisant de l'extérieur qu'est Babel cache en fait des luttes de pouvoir et des secrets assez sombres. Et assez vite, il va se rendre compte qu'il va devoir faire des choix, il va devoir sortir de sa bulle et il va devoir, par la force des choses, ouvrir les yeux sur les pratiques qui sont liées à l'argentogravure et l'usage qui est fait des langues pour soutenir tout le pouvoir de l'Empire britannique. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, moi personnellement. Alors, c'est une plume qui est assez... Bon, l'écriture, elle est un peu laborieuse, on va dire, c'est-à-dire que ça avance pas forcément très vite. Il y a beaucoup d'explications quand même assez poussées sur les langues, la signification de tel ou tel mot. C'est assez long, c'est assez lent. Il y a plusieurs péripéties qui émaillent l'histoire, mais pour autant, c'est vrai que c'est pas un livre page turner. Enfin, j'étais pas haletante dans l'histoire. Les personnages, en fait, je me suis pas tant attachée aux personnages que ça, même si ils m'ont quand même touchée. J'avais quand même envie, j'avais envie de les protéger, j'avais envie
de les accompagner dans leur découverte voilà, de la réalité du monde. Mais j'en ai pas été au point de pleurer à chaudes larmes voilà, quand il se passe certains événements. Euh, j'ai été choquée à certains moments, genre je me suis dit, il y a eu un moment en particulier plutôt vers la fin du livre où je me suis dit, oh sérieux, elle a osé faire ça, waouh, c'est chaud. Mais voilà, j'étais pas en mode à pleurer à chaudes larmes, donc il m'a peut-être manqué ce petit voilà, ce petit intérêt supplémentaire, ce petit attachement pour les personnages, pour que vraiment je me dise, ok, ce livre est génial. Mais c'est vraiment un très très bon bouquin. Moi, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, parce que je sais que j'ai vu des avis en mode, non, Babel, je suis passée à côté, c'est pas pour moi. Et je peux vraiment le comprendre. Maintenant, moi j'ai beaucoup aimé parce que je suis une lectrice où ça me dérange pas quand un bouquin va prendre le temps. J'ai beaucoup aimé les descriptions de la ville, les descriptions de la façon dont fonctionne l'argentogravure, la façon dont fonctionne l'utilisation des langues par l'Empire britannique. Donc ça m'a pas dérangée. Voilà, la façon de parler du colonialisme était assez neuve. C'est un thème qui n'est pas forcément très abordé dans les livres de l'imaginaire, donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et les luttes de pouvoir étaient vraiment très bien formalisées. On va croiser différents thèmes, donc le colonialisme, il va y avoir aussi le racisme, il va y avoir aussi le thème de l'industrialisation, parce que du coup ça se passe dans les années 1830, donc voilà, il y a aussi en parallèle toute cette notion d'industrialisation, de remplacement de métiers par d'autres. Alors là, dans le livre, ça se fait pas forcément par le pétrole ou le charbon ou les machines à vapeur, mais ça se fait via les effets de l'argentogravure. Mais très honnêtement, le parallèle, il est clair. Et voilà, et on voit tous ces thèmes, tous ces grands thèmes qui transpercent le récit, qui l'alourdissent au fur et à mesure. Ils vont devoir se re-questionner sur leur amitié, ils vont devoir se re-questionner sur leur pays, ils vont devoir se re-questionner sur le fonctionnement même de la société, les injustices, les inégalités. Et ouais, j'ai trouvé ça très très bien. Le livre va rester sur une note, au contraire, pas de violence, au contraire, elle va rester sur une note plutôt d'optimisme, d'espoir en l'avenir et de tout est possible en fait. David contre Goliath peut faire bouger les lignes, mais c'était un très bon livre, donc je lui donne la note de 4 étoiles sur 5 parce que c'était vraiment un très très bon livre et du coup j'étais très contente de démarrer l'année 2024 par ce bouquin. Après j'ai enchaîné avec une fin de saga, enfin je crois que c'est une fin de saga, je pense que oui. Donc c'est Le parfum de l'impératrice, le tome 2, La fleur d'Assam, publié chez Gulfstream. Donc un très très bon bouquin, moi j'ai beaucoup aimé cette saga, donc c'est une saga en 2 tomes qui a été écrite par Leslie Tanguy et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille, Nimue, qui est maîtresse thé, enfin qui est apprentie pour devenir maîtresse thé. Donc c'est dans un monde où il y a plusieurs guildes en fonction des métiers qu'on va exercer. Donc elle travaille dans le thé et en fait elle va se retrouver embringuée dans un concours de création d'un parfum exceptionnel pour la reine du royaume, une reine qui se morfond dans une nostalgie depuis qu'elle a perdu son enfant et elle va se retrouver embarquée avec un autre apprenti dans une guilde différente qui est la guilde des parfumeurs et ils vont se retrouver à partir pour une quête interdite puisque c'est un royaume dont les frontières ne doivent pas être franchies. C'est un royaume d'archipels et d'îles. Les frontières ne doivent pas être franchies et eux vont les franchir en toute discrétion ou presque pour partir à la recherche d'une fleur mythique dont le parfum est une quête en soi et pourrait leur permettre du coup de remporter ce concours de parfum pour l'impératrice. Et dans le tome 2, donc déjà j'avais adoré le tome 1, très très sympa, le monde est super bien décrit. On apprend plein de choses sur cet empire d'archipel, sur d'autres îles autour, d'autres peuples, et j'avais trouvé ça super cool, très bien écrit. C'est pas des livres qui sont très épais, vous voyez. Même si c'est pas des tomes qui sont énormes avec 700 pages à lire et des descriptions dans tous les sens, et ben l'univers est suffisamment bien décrit. Franchement c'est parfait, on en apprend plein, les descriptions sont super. Moi
je voyais ces villes, ces rouages, ces ponts, c'était vraiment génial. Et tous ces voyages à la rencontre d'autres peuples, d'autres îles, d'autres lieux m'ont fait voyager. J'étais dans une espèce de bulle. Il y a une petite romance qui s'installe comme ça, tout doucement, qui prend son temps et qui est ponctuée comme ça, comme un pchit de parfum de temps en temps. Et je l'ai trouvée très convaincante. Les personnages sont très bien développés. En fait, j'aime bien quand un auteur ou une autrice arrive, même en peu de pages, à nous faire vivre à travers les personnages. Et pour le coup, dans Le Parfum de l'impératrice, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Des personnages qui sont bien construits, une intrigue qui est bien construite. Il y a eu des moments où il y a eu des rebondissements où je me suis dit oh, d'accord, ouf, et que j'avais pas du tout vu venir, et du coup très très cool. Donc ça a été très très bien amené, très bien construit, tout en délicatesse. C'était jamais en mode voilà, on n'est pas sur un truc où c'est j'y vais avec mes gros sabots et les gars vous allez voir venir le truc à 10 000. Non, pas du tout. C'était très chouette, vraiment très chill. On boit sa petite tasse de thé tranquille et puis on rêve à d'autres horizons. C'est vraiment une saga que je recommande. Il y a que 2 tomes en plus, les couvertures sont quand même super jolies. J'aime beaucoup les couvertures que font les éditeurs Gulfstream Edition. Je trouve ça très très joli. Je trouve que ça change en fait de tout ce qu'on voit actuellement avec des roses, des épées, des épines, du lierre, des cœurs. Je sais pas ce que vous en pensez en ce moment, mais les couvertures vraiment, je sais pas, je trouve que ça manque vraiment d'originalité. Elles se ressemblent toutes, et du coup j'adore quand des maisons d'édition comme Gulfstream, comme La Talente, comme Le Bélial, proposent des couvertures différentes en fait, qui changent un petit peu de tout ce qu'on voit actuellement. Donc ça fait du bien, c'est très très joli, un bel objet, une belle histoire. J'ai mis 5 étoiles parce que vraiment elle m'a laissé un sentiment, le petit sourire qui flotte au coin des lèvres. Ouais, vraiment une très très bonne lecture. J'hésitais pour le 3e livre à lire en janvier. J'hésitais entre un truc un peu genre un gros truc où je me dis vas-y tu vas être dedans pendant plusieurs jours, ou un truc un peu léger, un one shot. Finalement j'ai choisi un one shot, donc j'ai pris Les Oiseaux du Paradis. Donc Les Oiseaux du Paradis, c'est un livre qui a été écrit par Oliver K. Langmead et publié au Rayon Imaginaire, donc chez Hachette Heroes. J'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé. Alors c'est une histoire qui est qui est vraiment cool, assez originale. Donc on va suivre Adam, et en gros l'idée c'est de se demander qu'est-ce qui se serait passé si Adam avait survécu à la disparition de l'Éden, et en fait s'il était immortel, puisqu'il a été créé avant la mort. Et en fait du coup il continue à arpenter le monde. Le mec est épuisé, il en peut plus, il a sa mémoire qui part en sucette, il lui arrive plein de merde dans sa vie actuelle, puisqu'il prend différents noms, différentes vies au fil des siècles et des millénaires. Et en fait, on va suivre ses aventures. Il y a les animaux du paradis qui sont disséminés partout dans le monde. Donc il va y avoir corbeau, il va y avoir pie, il va y avoir sanglier. Et franchement, c'est génial parce que ils ont tous pris des formes humaines, ils peuvent retrouver leur forme d'animaux. Ils vont partir en quête de morceaux du jardin d'Éden qui réapparaissent. Je vais pas trop vous en dire parce que sinon ça va vous spoiler, mais ces morceaux du jardin d'Éden vont forcément susciter la convoitise. Donc ça peut être par exemple une rose qui ne meurt jamais, qui fleurit tout le temps. Ça peut être un buisson, pareil, qui va rester tout le temps en mode floraison. Et ces petits morceaux du jardin, finalement, vont susciter la convoitise, et Adam va se retrouver embringué avec un autre protagoniste et plusieurs autres qui vont ponctuer le roman, à la recherche de ces fragments, sachant que Adam, dans cette histoire, c'est vraiment un mec qui adore le jardinage, c'est un gars qui a des doigts verts, et le jardin pour lui c'est l'endroit où il va se protéger. Et voilà, on va le suivre à travers tout ça, et en fil rouge, dans toute l'histoire, il y a quand même cette question qui se pose. Ok, Adam, d'accord, et Ève, elle est où Ève? Parce que Ève, on en entend parler au fur et à mesure du récit. Il retrouve petit à petit un peu de mémoire, il se rappelle des moments vécus avec Ève, parmi sa brume d'oubli. Et en fait, au fur et à mesure du récit, petit à petit, on va se dire je crois que je comprends un truc. En fait, je me suis attachée de fou à Adam. C'est dingue parce que c'est un tout petit roman, je l'ai trop aimé. Donc ouais, à la fin du livre, j'étais en mode j'avais les larmes aux yeux, même là d'en reparler, franchement ça me brasse un peu. Donc ouais, franchement, Les Oiseaux du Paradis, moi je recommande vraiment. Pareil, j'ai mis 5 étoiles, et ouais, non, Adam, coup de cœur pour Adam. Je me suis ensuite motivée à lire
La Cité de soie et d'acier, qui est un livre écrit à 6 mains par Linda Louise et Mike Carey. Donc c'est publié chez La Talente. Bon, déjà j'aime beaucoup la couverture, très très jolie. Une sorte de conte oriental, d'épopée orientale, qui va être émaillé d'un certain nombre de sujets très intéressants, comme le féminisme, mais un féminisme très doux, pas du tout provoquant, pas du tout rentre dedans, pas du tout culpabilisant pour les hommes non plus. Donc c'est vraiment un féminisme positif, je trouve. Et en fait, on va suivre l'épopée de 365 concubines. Donc un tyran oriental va mourir et va être remplacé par un autre tyran qui va expédier les 365 concubines à la mort dans le désert. Mais c'est l'épopée de leur survie, c'est l'épopée de la construction de leur idéal, c'est l'épopée de leur lutte pour leur ville, c'est l'épopée de leur lutte pour leur communauté, mais c'est même pas une sororité parce qu'il y a des hommes quand même dans l'histoire et des hommes qui vont être très très importants pour elles. C'est l'idée de combattantes qui font de leur combat une utopie. C'est vraiment, j'avais l'impression d'être dans les 1001 nuits, enfin c'était vraiment chouette. Tout l'environnement, le monde autour est très bien décrit. Honnêtement, la ville de Bessa, donc c'est la cité de soie et d'acier justement, la cité des femmes, je la voyais dans mes yeux, enfin dans ma tête, j'imaginais tout et tout, c'était... Franchement, j'ai trop aimé. Les personnages étaient bien bien retranscrits, donc on a plusieurs personnages qu'on va suivre, et on va suivre en fait leur lutte. Comment est-ce qu'elles vont réussir pierre par pierre à construire d'abord leur survie, ensuite leur camp de base, disons, à partir duquel elles vont se reconstruire, à partir duquel elles vont s'affirmer, à partir duquel elles vont se dire bah ok, là il faut aller vers le monde, et en fait elles vont y arriver, elles vont avancer quoi, en fait. Elles vont avancer et toute cette épopée est vraiment géniale. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Il était très très doux, un peu triste aussi à certains moments, notamment sur la fin. On se sent vraiment dans un autre monde, dans un autre temps. On a l'impression de sortir d'un rêve quand on termine le livre et ça laisse un super sourire sur le visage aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la Cité de soie et d'acier. De toute façon, honnêtement, pour l'instant, tous les livres que je lis de chez La Talente, franchement c'est que des réussites. J'adore cette maison d'édition, j'ai l'impression qu'ils ont que des trucs de fou. Je recommande vraiment ce bouquin parce qu'il est vraiment super sympa. Si vous aimez voilà ces espèces de contes de fantaisie orientale, allez-y, foncez, c'était vraiment super chouette. Alors c'est un peu long à lire, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même 500 pages, un peu plus, et l'écriture est quand même assez soutenue. Voilà, c'est un livre qui m'a accompagnée pendant plusieurs jours, et j'étais très contente, parce que dans ma tête, la journée, j'étais là, je me disais, j'ai trop hâte de savoir comment ça va continuer, ce qui va se passer, donc voilà, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc un très bon livre, une très bonne lecture. J'ai ensuite lu Tarot, donc le tome 1, que j'ai trouvé vraiment très 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 sympa. Super jaspage, bon c'est du détail hein, mais ça fait toujours plaisir. Je suis pas ultra fan de la couverture, en fait c'est con mais je trouve que les couvertures comme ça fait vraiment très très jeune. Je trouve que ça manque un petit peu de maturité. C'est vraiment un livre plutôt jeune. Et en tout cas, c'était vraiment une super lecture. L'univers est très bien développé, même si le livre est pas très épais. On en apprend énormément sur le système de magie et sur le monde du bouquin. Donc on va suivre Rune Saint John. D'ailleurs, je vous ai pas dit, attendez, Tarot a été écrit par K.D. Edwards et il est publié chez Brajlon. Donc on va suivre Rune Saint John qui est le dernier héritier de la cour déchue du soleil. Donc il y a plusieurs arcanes, ces arcanes-là ont des cours, comme un roi qui va avoir sa cour, et ces arcanes, ces cours, en gros, finissent tous un peu par se taper dessus, et du coup Rune, il en a fait les frais, enfin en tout cas toute sa famille, toute sa cour a disparu, a été complètement défoncée. Donc voilà, il est le seul survivant. Ce sont d'anciens Atlantes qui se sont réinstallés sur une île après la destruction de leur terre d'origine par les humains lors d'une grande guerre. Ils se sont donc installés ailleurs, ils ont récupéré tout un tas de monuments humains qu'ils ont rachetés à différents gouvernements et qu'ils ont téléportés sur cette île pour construire une espèce de ville complètement incroyable, une sorte de monstre hybride, bourré de magie, c'est très très cool. Donc ça c'est déjà le contexte de base du bouquin est très bien décrit. Et ensuite du coup on va suivre ce Rune qui vit avec son acolyte, donc je vous passe les détails mais en gros les Atlantes, ils ont des acolytes. Les acolytes sont des humains.
sans pouvoir, sans magie, qui sont liés à un enfant Atlante à la naissance. Et voilà, en gros, ils vont vivre leur vie ensemble. Il n'y a pas forcément de lien d'amour charnel ou quoi que ce soit. Hein. C'est voilà, c'est leur acolyte, c'est leur ombre, on peut dire, leur ombre humaine. Et donc Rune et Brand vont devoir enquêter sur la disparition d'un Atlante. C'est leur taf, hein, pour survivre. En fait, voilà, ils bossent pour différents gars de la haute noblesse qui leur refilent des jobs comme ça un petit peu risqués. Et au fur et à mesure de leur enquête, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas seulement juste une simple disparition, ça va bien plus loin. Et en gros, ils vont rentrer un petit peu dans le bordel de la haute noblesse, de complots, de monstres légendaires. En gros, voilà, il va y avoir tout un tas de choses qui vont émerger, de la magie très très sombre, et les implications vont se retrouver à être énormes en fait, non seulement pour une, mais également pour toute la ville des Atlantes et pour leur organisation en elle-même. Et donc voilà, en gros, ça pue quoi. Donc à la fin du livre, on se dit, ouais, ça va être chouette la suite. J'ai hâte d'en savoir plus parce qu'en plus il nous allèche un petit peu avec des trucs, donc on a envie de savoir, c'est un livre qui est super chouette aussi parce que en fait il est assez fun, il y a de l'humour aussi dedans. Il y a une petite romance entre Rune et un autre Atlante, mais c'est pas le cœur du récit, moi je trouve, et c'est très bien comme ça parce que voilà, le cœur du récit c'est vraiment c'est la magie, c'est les arcanes, le système de cours, les complots et les différentes magies et leurs implications. Alors attention, il y a quand même certains trigger warnings, sévices sexuels. Il y a eu un moment où et j'étais là, genre j'ai lu le passage et je me suis dit, ouf, ok, c'est chaud, c'est assez cru quoi. Donc si jamais ça c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, voilà, c'est à savoir. En tout cas, il y a une toute petite partie du bouquin où voilà, c'est quand même très crûment décrit, voilà. Mais à part ça, voilà, c'est vraiment super chouette. Donc une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite, et je sais pas s'ils sont déjà disponibles d'ailleurs, faudra que je me renseigne. Fin du bilan. Et honnêtement, je pense que mes deux préférés du mois de janvier, ça aura été le parfum de l'impératrice et les oiseaux du paradis. Je pense que c'est vraiment mes deux lectures préférées du mois. Ce sera vraiment ces deux-là que je vais vous recommander de lire ce mois-ci. Les oiseaux du paradis et le parfum de l'impératrice. Donc le parfum de l'impératrice c'est en 2 tomes. Ça c'est un one shot. Sur ce mois de janvier, j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai lu et pas eu de déception, donc franchement très cool. Il me tarde de continuer Tarot. Je suis contente d'avoir lu Babel parce que c'est un peu la pavasse où je m'étais dit qu'est-ce que je fais, puis je me suis dit vas-y lis-le parce que sinon tu vas procrastiner de ouf. Donc je me suis lancée et je regrette pas parce que c'était vraiment très bien, mais je peux comprendre que tout le monde n'accroche pas forcément. Donc voilà, donc non, un bon mois. Et ah oui si, non, j'ai oublié de vous dire, au mois de janvier, donc je vais vous le faire ici du coup, au mois de janvier j'ai aussi lu, c'est une intégrale, donc c'est de Laurent Genefort, Au mal. Donc celui-ci il est en format folio SF. C'est une intégrale qui regroupe les 2 premiers romans du cycle d'Au mal. Donc j'ai lu le premier roman du cycle d'Au mal, je l'ai lu toute fin janvier et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vraiment de la SF, quand même assez hard SF, c'est-à-dire que c'est de la SF pure et dure quoi. On va suivre différentes races d'extraterrestres qui se retrouvent sur un monde, le monde d'Au mal. Donc c'est un peu un âge, un peu d'obscurantisme quand même. Donc il y a beaucoup de racisme entre les différentes races d'extraterrestres. Là on est dans une phase où ils réapprennent un petit peu, enfin ils essayent de réapprendre un peu à vivre ensemble, à coexister en certains endroits, mais c'est pas encore le cas dans d'autres. L'aventure prend place dans ces âges un petit peu obscurs où mais en fait, par exemple, genre l'astronomie, c'est presque encore pas de la magie, mais quasiment quoi. Ils connaissent rien de leur monde en fait au final, et ils savent pas de quoi est constitué Au mal. Au mal, c'est un monde assez étrange, on sait pas exactement comment il est fait, on peut pas en sortir, et on va suivre un certain nombre de personnages qui ont reçu un bris de coquille d'œuf ainsi qu'un billet pour un aéronef à destination d'une certaine ville. Et tous ces personnages-là poursuivent un but, cherchent quelque chose, et on va apprendre qui ils sont, quelle est leur histoire, quel est leur rapport avec les différentes races d'extraterrestres. Il va s'agir d'une quête. Je vais pas trop vous en dire sinon ça va vous spoiler, mais j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Le monde est très très riche, mais c'était vraiment super cool. Au début j'y allais un peu à reculons parce que je trouvais ça long
à se lancer un petit peu rébarbatif presque. Et puis au bout de une centaine de pages, je me suis vraiment lancée dans le truc. Et en plus j'avais pas le choix parce que j'avais que ce bouquin-là. Et j'étais en déplacement, donc j'avais que ça à lire dans l'avion. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est parfait, prends-le. Parce que de toute façon, t'auras pas le choix. Il faudra bien que tu lises ça puisque t'auras pas d'autres livres. Donc, en fait, c'était très bien parce que j'ai persévéré. Et en fait, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. Je me suis quand même vraiment attachée au personnage. Et en gros, ça va être un cycle au long cours, une épopée fantastique qui va, je pense, s'étirer sur plusieurs siècles, voire peut-être plusieurs millénaires. Donc voilà, le cycle d'Aumale. En fait, j'ai hésité entre 3 et 4 étoiles. Je réfléchis encore un peu et je pense que quand j'aurai fini vraiment cette intégrale 1, je déciderai de quoi il retourne. Des bonnes lectures, 6 livres au mois de janvier et donc j'aimerais bien continuer Aumale au mois de février, genre me faire un roman par mois du cycle d'Aumale, ça serait pas mal. Comme ça, je me dis que je le termine cette année. Voilà, donc fin du bilan lecture et prochaine vidéo, je pense que ça sera le book haul de janvier parce que j'ai craqué un petit peu trop à la librairie. Donc je vais vous montrer tout ça.